Bonjour et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Malafaille. Bonjour Yasmina, Enchanté. très heureux. On va parler de Sinopia. C'est juste là, derrière nous. Vous allez pouvoir faire connaissance avec ce think tank. Think tank, redites-le parce que moi, j'arrive jamais à le dire. On peut dire think tank, moi j'aime bien Think laboratoire tank. d'idées parce que c'est en français. Ouais, c'est ça. Un cercle de réflexion, c'est bien aussi. Exactement. Donc, vous êtes le président et fondateur donc, de cet observatoire de gouvernance et de réflexion. Et on va en discuter ensemble tout de suite après ça. Alors, donc, on est ravis aujourd'hui de vous rencontrer dans vos locaux et de comprendre un peu ce qu'est Sinopia. Alors, la genèse, c'est-à-dire comment ça a commencé, cette envie de faire cet endroit de réflexion autour de la gouvernance. Et ensuite, vous m'expliquerez ce que c'est la gouvernance. Mais comment ça a commencé? Ouais, ça a commencé en fait il y a très longtemps parce que quand j'étais petit déjà, je trouvais que la France n'était pas très bien gouvernée. Ouais. Voilà, puis la vie a passé et en 2011, je me suis demandé comment je pouvais consacrer du temps de manière utile à améliorer la façon dont nous sommes gouvernés. Parce que franchement, avec le temps, j'ai eu le sentiment que ça ne s'améliorait pas. Ouais. On n'est pas bien gouverné et ça se voit. Et en 2012, j'ai trouvé que la meilleure façon, c'est de créer un laboratoire d'idées, un cercle de réflexion pour travailler sur les questions de gouvernance, à la fois sous l'angle de l'éthique des gouvernances, l'efficacité des systèmes de gouvernance. Et on a réuni un parterre de grande qualité, de gens qui viennent de la haute fonction publique et du monde des entreprises, pour faire court, et qui se réunissent et qui travaillent, qui proposent, qui planchent, et on diffuse des propositions à destination, on va dire essentiellement de l'exécutif. Exactement, de l'État. Oui. Alors, le mot gouvernance, donc vous l'avez beaucoup employé, il fait aussi partie observateur de gouvernance, donc de votre titre, mais ça veut dire quoi gouvernance par rapport à gouverner? C'est un terme qu'on n'entend pas forcément tout le temps. Alors c'est un terme qui a une origine anglo-saxonne. Oui. Nous on l'a choisi parce qu'en fait il concerne vraiment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la façon dont nous vivons ensemble et de multiples manières. Alors après, pour le définir précisément, moi je dirais que la gouvernance c'est finalement l'art et la manière de diriger pour réussir dans la durée. Voilà. D'accord, dans la durée. Il est là le problème. C'est comme le développement, on aime bien rajouter au mot développement le mot durable, parce que c'est bien de réussir. On voit bien que par exemple le monde économique a tendance à bien réussir, mais est-ce que c'est durable et est-ce que c'est profitable au bon sens du terme? C'est des questions qu'on peut se poser. Donc voilà, donc, gouverner, d'accord, mais il faut bien gouverner, il faut que ça dure. D'accord. Donc l'idée c'est de se réunir, d'essayer de proposer des choses. On entend, l'exécutif entend les choses que l'on propose. Est-ce que ça a un écho? Ça existe depuis combien de temps? Alors, donc Sinopia créé en 2012, on a mis, on va dire, 2 ans à vraiment trouver notre modèle. Et aujourd'hui, on peut dire que quand on propose quelque chose, quand on écrit quelque chose, si c'est pertinent bien sûr, on arrive à le pousser sur les bons bureaux. On prend par exemple la réforme du Conseil économique et social et environnemental. Là, on est à peu près certain que notre rapport, qui a été élaboré en vraiment très proche des autorités du CESE, donc le Conseil économique et social, on est à peu près certain qu'une partie des propositions qu'on a pu formuler à l'automne dernier sont rentrées dans le tuyau du projet de réforme et on a pu le tracer, ça, voilà. Très bien, parce que quand on voit aujourd'hui l'actualité, on est dans la semaine, on est même le lendemain du discours d'Emmanuel Macron autour des propositions et des pistes de réflexion de Jean-Louis Borloo sur les banlieues, on se rend bien compte de ce qui s'est passé. Donc c'est aussi peut-être là une façon de gouverner de façon un peu étrange, de demander des rapports et en même temps de ne pas forcément les suivre. Oui, ça c'est un peu le défaut de l'expérience, parce que pour le coup, le président Macron a eu l'expérience d'un rapport plutôt pertinent qui a été formulé en 2008, le rapport Attali, dont on voit bien que pas tout a été pris en considération, et on aurait pu imaginer que lui, président, décide que finalement, quand on a commandé un rapport, que les gens y ont consacré du temps, voilà, on en prenne peut-être meilleur cas. Bon, après, il y a des réalités économiques, budgétaires qui sont complexes. Oui, 50 milliards voilà, à peu près. Voilà, et donc les 50 milliards, malheureusement, ça passe pas. dans l'état des finances, je crois que ça passe pas. Mais il fallait peut-être fixer la règle au départ. En tout cas, il y a quelque chose qui, à ce niveau-là, est forcément un peu décevant. Maintenant, dans la manière. On verra dans la durée. On est à 1 an justement de cette gouvernance. Quel est votre regard du coup de spécialiste sur cette année? Il y a beaucoup de choses à dire. Si on faisait du Macron, on dirait en même temps. Parce qu'il y a en même temps un certain nombre de points qui sont très satisfaisants. Alors tout le monde parle du rayonnement à l'international, c'est vrai, mais il y a une dynamique de gouvernance, il y a une volonté de produire du résultat, d'être pragmatique. Il y a une volonté aussi de réparer, c'est un terme qu'ils utilisent beaucoup, mais la France au sens de l'économie du terme. C'est-à-dire que même si on est de gauche, on peut peut-être être à finir par admettre que pendant 30 ans, à chaque fois qu'on a été gouverné à gauche, on a quand même été gouverné sur les plans économiques en dépit des réalités du bon sens. Voilà, donc on peut être à gauche, mais il ne faut pas piétiner l'économie. On a un peu piétiné l'économie pendant 30 ans. Donc là, on répare. Alors après, est-ce que ça produira suffisamment de résultats au sens de la justice sociale? C'est une autre histoire, mais en tout cas, ça, c'était un point important. Après, moi, je suis pour l'instant inquiet sur un point fondamental dans la gouvernance d'Emmanuel Macron, c'est, on va dire, la méthode.
Voilà. C'est sur la méthode que je serai pour l'instant le plus en attente, parce que je trouve qu'il a raté, de mon point de vue, quelques opportunités. Il a été élu d'une approche effectivement très, comment on dit, bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut, porté par une vague. Et depuis qu'il est à l'Élysée, il est très vertical dans sa façon de faire. Alors, sur certains sujets, il le faut. Mais chaque fois qu'il aurait pu faire avec les Français, mieux associer les Français, ou mieux associer des groupes de Français dans la participation à la fabrication de la décision, ou des fonctionnaires, ou des cheminots, les opportunités ont été ratées. Voilà. Et là, je pense qu'il y a un point de vigilance extrêmement sérieux, parce que dans la durée, on ne transformera pas le pays, on ne transformera pas la France, on ne transformera pas les NCF, sans avec uniquement l'autorité comme levier. Voilà. Donc il y a une gouvernance là qui est un petit peu inédite en France, cette façon d'opérer, d'agir. Alors elle n'est pas inédite, elle est conforme en fait à l'esquisse initiale. C'est-à-dire qu'on fait comme avant, c'est-à-dire qu'on nous a promis le renouveau démocratique. Pour l'instant, de la pratique de la démocratie, il n'y a pas grand-chose de renouvelé. Il y a bien sûr des engagements tenus, il y aura moins de parlementaires à terme, très bien. L'important c'est le résultat, c'est pas qu'il y ait moins de parlementaires. L'important c'est que quand on parle de renouveau démocratique, les gens aient le sentiment qu'il se passe quelque chose et qu'ils soient impliqués, qu'ils soient mieux concernés, et aussi peut-être dans l'idée du renouveau démocratique, c'est que les gens comprennent enfin ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est le deuxième gros défaut de... Bon, c'était vrai des la prédécesseurs pédagogie, l'explication. Ça va au-delà. Quel est le projet? Je reprends l'exemple de la SNCF. Je reprends l'exemple de la SNCF. C'est quoi le projet? Les gens ont retenu qu'il fallait réformer la SNCF. Bruno Le Maire, ministre, dit on va réformer la SNCF. Et le projet, c'est la réforme. Et d'ailleurs, nos partenaires européens doivent comprendre qu'on est capable de mener des réformes. D'accord? Mais pardon, mais la réforme, c'est pas un projet. Voilà, ce qui est un projet, c'est qu'est-ce qu'on fait de la SNCF? Est-ce qu'on peut en faire un champion mondial de la mobilité écologique? Est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur les forces de l'entreprise pour la transformer, le faire avec? Voilà, on peut faire un projet. Et ça, c'est peut-être beaucoup plus parlant que dire la réforme, c'est la réforme. Ouais, ça fait rêver personne. Totalement. Et on fait un peu emballer les gens et les faire monter dans le train du projet, quoi, si je puis dire. Oui, complètement. Alors, justement, l'observatoire de réflexion, ce groupe Sinopia, et vous l'avez dit, avec comment dire, pas un casting, parce que c'est un peu vulgaire comme mot, mais en tout cas, vous êtes entouré de gens issus de l'économie. Pas forcément. Est-ce que les intellectuels français ont disparu, ou est-ce qu'ils sont aussi dans ces think tanks? J'arriverai jamais à le dire, je suis désolée. Parce que laboratoire d'idées, c'est bien. Laboratoire d'idées, c'est fou de céder à cette mode sémantique. Voilà, donc voilà, je me demande où sont passés les intellectuels et pourquoi c'est au monde économique de devoir penser le monde comme ça, de cette manière. Alors nous, la particularité, c'est qu'on est à la fois monde économique et haute fonction publique. D'accord. Et notre positionnement, parce qu'on est indépendant, non partisan, on ne dépend d'aucune chapelle, fait qu'en fait, les hauts fonctionnaires, des chefs militaires, des ambassadeurs, des préfets, n'ont aucun problème pour venir se mettre autour de la table et travailler avec des chefs d'entreprise, avec des avocats, avec des journalistes, des universitaires. Voilà. Il y a une vraie mixité. Ça, c'est l'ADN de Sinopia et c'est vraiment constitutif de notre façon de faire et de travailler et d'exister. Et tant qu'on préservera ça, on pourra mélanger ces mondes qui, en général, sont un peu chacun chez eux. Voilà. Et donc, ça, c'est notre force. Après, les intellectuels français, c'est une vaste question. Le problème des think tanks en France, c'est que trop souvent, ils dépendent d'une mouvance et le système en fait n'a pas favorisé la création ou le foisonnement d'univers comme les nôtres, où à un moment donné on peut vraiment alimenter le pouvoir. Trop souvent, ça dépend pour le coup d'une chapelle politique ou d'un groupe d'intérêt. Alors il y a des gens qui font un travail remarquable. Après il y a des intellectuels quand même, il ne faut pas exagérer. Mais ce qui nous manque aussi, c'est peut-être dans la presse. Il nous manque aussi des grandes signatures, des plumes qui ont une capacité, comme c'est le cas en Grande-Bretagne, comme c'est le cas en Allemagne, qui ont une capacité quand même, quand ils écrivent, à avoir une influence sur les gens qui nous gouvernent. Et on cherche en fait, mais c'est le vrai problème de la démocratie française, et c'est l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et on voit bien qu'avec Emmanuel Macron, qui incarne le pouvoir presque absolu, et qu'au passage, la situation a fait qu'il a un peu démoli les partis politiques, qui sont aussi démolis eux-mêmes, mais ils n'ont que ce qu'ils méritent. Les partis actuels n'ont que ce qu'ils méritent, ça c'est certain. Exactement, c'est votre sujet, justement. Ils n'ont pas fait le job. Exactement. Quelqu'un est venu, alors tant mieux, c'est Emmanuel Macron, mais ça aurait très bien pu être, comme en Italie, les partis les populistes qui prennent le leadership. Et en 2022, rien n'est assuré, il faudra délivrer. Donc c'est vrai qu'on manque un peu, je dirais, de foisonnement, un peu en dehors du bocal. Voilà. Et pour être force de proposition, pour agiter les idées. Mais bon, il y a quand même des gens formidables, je ne veux pas réduire ça à pas grand-chose. Mais peut-être que certains pays sont plus féconds en cette matière-là. Justement, en Europe, vous parliez de l'Italie.
on est un peu sous le coup, un petit peu comme ça, sonné par ce qui se passe en Italie. On a des raisons d'être inquiets, selon vous, par rapport à comment on constitue une Europe forte sans un troisième pays important? Non, mais l'Europe vit ce qu'on vit à l'échelle nationale, ce qu'on a vécu l'an dernier. C'est-à-dire que petit à petit, comme les politiques font pas le job, ou que les résultats sont pas là, ou qu'en fait les politiques promettent beaucoup mais donnent peu, reproduisent peu, il finit par y avoir une espèce de décrochage. Védrine le dit dans une formule qui est simple, c'est les peuples ont décroché. Et au niveau européen, comme en France d'ailleurs, une partie des peuples décrochent. Donc ils sont, soit ils votent plus, soit quand ils votent, ils votent de manière un peu énervée, en disant finalement on va essayer. Des gens qui ont un discours anti-système, des gens qui ont un discours plus clair sur la corruption, des gens qui après tout remettent en cause l'Europe, qui remettent en cause l'euro, des gens qui critiquent l'austérité, qui remettent, voilà, et qui tiennent plus compte des réalités. Mais parce que de toute façon, quand on tient compte des réalités, globalement, on n'arrive pas à grand chose non plus. Donc on essaye, voilà, et c'est un petit peu ce qui se passe. Et ce qui se passe en Italie peut très bien se passer chez nous un peu plus tard. On l'a évité de près en 2017. Faut pas perdre de vue que l'étiage du premier tour est toujours là. C'est-à-dire que les 18% exprimés qui ont voté pour Emmanuel Macron sont toujours là. Mais les 60% qui n'ont pas voté pour lui, qui ont voté blanc, qui ont voté pour Mélenchon, Le Pen aussi, ils sont toujours là. Ils n'ont pas encore beaucoup évolué. On va les retrouver en 2019. Et donc, sur les élections européennes, avec des pays comme l'Autriche, comme l'Italie, comme la Grèce, et quelques autres qui sont dans des dynamiques aujourd'hui assez critiques à l'égard du système, on peut avoir une assemblée européenne quand même très compliquée à gouverner. Ouais, complètement. Donc il faut être vigilant, suivre de près aussi vos propositions, voir de quelle manière on peut essayer de changer le système de gouvernance, en tout cas réfléchir même au terme gouvernance, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas forcément. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous rencontrer aujourd'hui, parce que c'est un mot important aujourd'hui. Tout est gouvernance. Si on veut, voilà, tout est gouvernance, tout à fait. Tout est gouvernance, c'est vraiment ce qu'il faut bien considérer, c'est que la façon dont on a pu gouverner les Français, comme les peuples dans les pays occidentaux, a évolué avec le temps. Quand vous aviez un monde sans numérique, un monde plus lent, avec des populations peut-être moins formées, moins informées, vous pouviez peut-être gouverner de manière un peu plus rigide. Aujourd'hui, on voit bien que le monde va très vite, qu'il faut être très humble, il faut beaucoup d'agilité, et puis on voit bien que les gens sont informés, extrêmement bien surinformés, si je puis dire. Donc il faut tenir compte de ces paramètres-là, et donc à un moment donné, il faut adapter les systèmes de gouvernance. Il y a un grand mot aujourd'hui qu'on aimerait bien voir vraiment, si je puis dire, décliné dans les faits, c'est le mot subsidiarité, c'est-à-dire de placer le bon niveau de décision et d'action politique là où il le faut. Tout n'a pas besoin de partir d'en haut. Là encore, donc ça demande de la nuance. Ça demande de la nuance, ça demande aussi à un moment donné de s'appuyer sur... Voilà, on peut pas... L'arc de cercle aujourd'hui, ou l'arc de concentration de tous les pouvoirs au sommet, présente une énorme fragilité. C'est une force, mais c'est une fragilité parce que si les gens ne suivent pas, ça ne marche pas. Et puis si les gens n'ont pas envie, vous n'y arrivez pas. Et puis si vous ne prenez pas les opportunités, on en parlait tout à l'heure, on reprend l'exemple des 80 km. Tout le monde en a beaucoup parlé. Moi, j'aurais fait exactement l'inverse. J'aurais dit, écoutez, on a encore 3300 morts sur les routes, c'est trop. Il doit y avoir moyen de le réduire, c'est vrai. Mais pourquoi, au lieu de décider une fois pour toutes que c'est la même chose pour tout le monde, on ne dit pas aux élus, on a quand même 35 700 maires, on a des sous-préfets, on a des préfets, on leur dit écoutez, région par région, département par département, ville par ville, vous regardez ce qu'il en est. Vous voyez les routes qui sont dangereuses, les axes qui sont compliqués, les routes qui vont bien, et à partir de là, vous adaptez la signalisation routière. Nous, on vous donne une boîte à outils, c'est 70, 80 ou 90. Et puis, on met des sanctions à la clé. Et on fait le point dans 2 ans. Et si dans 2 ans, on a constaté que ça a baissé, eh ben, on se rendra compte qu'on a bien fait de faire ensemble. Si dans 2 ans, vous n'avez pas fait le job, ou qu'il y a toujours autant de morts, on reprend la main, et à ce moment-là, on décidera de la vitesse pour tout le monde. Je comprends. C'est par étapes, sans imposer. C'est de faire aussi souvent que possible avec. Voilà. Et quand le président de la République dit « je pense qu'il se trompe. Je pense qu'en fait, d'abord, c'est nous, il n'est pas tout seul, et puis c'est surtout avec. Et les réformes, si vous voulez, elles doivent être inclusives. La réforme qui est décidée, on va réformer pour réformer, et ce sera comme ça, obéissez. À un moment donné, je pense que ça a fait son temps. Oui, c'est pareil, on nous impose aujourd'hui, par exemple, c'est peut-être très bien sur un plan technique, c'est peut-être très bien sur le plan de la trésorerie pour l'État, mais le prélèvement à la source, là encore, ça tombe, alors c'est super, très bien, peut-être que les Français sont... Ouais, ok, mais est-ce que quelqu'un s'est posé la question de qui va payer ? Ce sont les entreprises qui vont payer. Les entreprises qui vont devoir changer leur logiciel de paye, qui vont devoir se farcir tous les problèmes que jusqu'à présent l'État avait, les discussions, les problématiques effectivement de contestation, d'être effectivement collecteur d'impôts pour le compte de l'État, tout ça sans aucune compensation. Donc le temps passé, le coût de système d'information qu'il va falloir changer, etc. Le temps à consacrer aux litiges, les risques de contentieux de part et d'autre avec l'administration, avec des collaborateurs, etc. Qui va le prendre en charge? Personne. C'est uniquement, allons-y, les entreprises vont faire ça gratuitement et l'État va faire des économies sûrement, mais
Est-ce que ça a été dit simplement une fois? Est-ce que l'État a simplement dit aux entrepreneurs, aux entreprises, aux dirigeants, écoutez, merci, vous allez nous donner un coup de main. Vous allez nous aider. Voilà, et on le sait que ça va prendre du temps, bon, mais ça participe du transformation du pays, donc merci, on l'a même pas eu. Il a fallu que les entrepreneurs se battent pour dire, si on a un contentieux avec un salarié, on risque pas un délit pénal et d'avoir effectivement une condamnation, une peine de prison. Enfin, c'est quand même fascinant d'arriver à renverser à ce point-là la charge, alors que quelque part, on leur demande de l'aide, quoi. Oui, tout à fait, donc on en revient à la méthode, à la réflexion autour de qui nous gouverne, et comment on est gouverné. Voilà. Donc j'espère que vous en savez un petit peu plus sur Sinopia et on se donne rendez-vous très bientôt sur La Ruche Média. Merci Alexandre. Merci Yasmine. À très bientôt. Avec plaisir.